Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes vendredi le 19 avril et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Une émission qui favorise la parole des victimes prioritaires. Il y avait quelqu'un qui m'a demandé pourquoi, M. Zitouni, vous favorisez la parole des victimes dans votre émission. Alors je lui avais répondu tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de victimes de l'abus de l'autorité, de l'injustice au Québec, et ceci n'est pas un bon signe, tout simplement. Et comme citoyens, nous avons le plein droit, je dis bien le plein droit, de refuser l'injustice dans toutes ses formes, et la dénonciation, c'est une partie de ce refus. Chers auditeurs, chères auditrices, vous le savez, et vous le savez très bien, que nous sommes supposés d'être tous égaux devant la loi, et nul ne peut faire exception. Pourquoi? Parce que, avant tout, nous représentons une société dite modèle, une société de droit, une société vers laquelle des regards sont braqués, des êtres sont branchés pour suivre l'exemple de cette société soi-disant de justice, et que au fond elle ne l'est pas. C'est une muraille, si vous voulez, attirante, brillante, alléchante, mais malheureusement pourrie de l'intérieur. C'est notre société telle que nous l'observons de près. Maintenant, nous sommes un pays de droit, celui qui a le privilège d'appliquer les lois et qui nous protège et gère notre vie devra forcément respecter les limites que cette loi lui impose. Autrement dit, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec cette loi parce que vous êtes détenteur d'un certain pouvoir. Les règles sont strictement strictes. La loi a son propre cadre d'interprétation et ce n'est pas à chacun de l'interpréter à sa manière. Encore, qu'est-ce qui fait que cette loi n'est pas toujours respectée? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que quelqu'un qui dispose de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public viole cette limite que la loi lui impose? Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui détient un certain pouvoir prend des décisions démesurées qu'il sait au fond de lui-même qu'il n'a pas le droit de le faire ou de dépasser? Dans ces actes illégaux, voire même criminels dans certains cas, bien sûr, il y a visiblement une volonté, une conscience préalable vers l'abus de pouvoir, l'abus de l'autorité. Et je me demande sincèrement si ces gens-là ne sont pas malades, je dis bien malades, ou bien ils le sont devenus par l'exercice de leur fonction. Et quand quelqu'un de ces gens ou de ces agents de l'État arrive à cette étape, est-ce qu'il devra continuer à exercer la fonction même s'il n'est pas apte d'exercer sa fonction? Nous avons vu dans l'exemple de l'agent 728, elle était démesurée, vraisemblablement malade mentalement, et pourtant, personne ne l'a stoppée. Et heureusement, elle n'avait pas commis l'irréparable. Mais imaginez-vous cette personne encore sur le terrain, elle est devenue un vrai danger. Et je dis bien un vrai danger public. Vous savez probablement aussi que le mouvement Action Justice assiste et accompagne les personnes ou les victimes qui font la demande. On les accompagne dans toutes sortes de rencontres. Et dans ce cadre bien précis, la semaine passée, il y a 2 maires qui m'ont demandé de les accompagner, de les assister lors de 2 rencontres avec des agents de la direction de la protection de la jeunesse. Et dans le premier cas, je dis bien dans le premier cas, il s'agit d'une mère avec son enfant, je dirais âgé de 9 mois, si je ne me trompe pas. Elle a souhaité à tout prix que je l'accompagne parce qu'elle avait une peur bleue de rencontrer son agent de la DPJ. Alors j'ai pris connaissance de son dossier et je suis allé au rendez-vous. Alors, je suis arrivé plus précisément, je dis bien, à 9h15 du matin. La mère avec son enfant, elle était là, en train de m'attendre, devant l'entrée de l'hôpital. Et c'était le lieu de notre rendez-vous. Bref, elle était venue rencontrer le médecin pour un suivi médical concernant son fils et une travailleuse sociale de la DPJ avait exigé qu'elle sera présente lors de cette rencontre. Alors j'ai dit bien, nous étions tous les deux présents à 9h15, tous les deux, la mère et moi, simplement que l'administration de l'hôpital nous a informé que nous devrons aller dans un autre pavillon qui se trouvait de l'autre côté de la rue et ils nous ont proposé un transport utilisé pour cette fin. Alors jusqu'à là, ça va bien. Et nous sommes arrivés au pavillon désigné à 9h45, je dis bien 9h45. Le rendez-vous avec le médecin était cédulé à 10h. Alors j'ai aidé la mère qui faisait tout pour ne pas être en retard. Elle était visiblement stressée et j'ai tenté de la rassurer qu'on va être à l'heure. Arrivé dans le couloir maintenant qui nous amène au bureau des médecins, l'agente de la DPJ a surgi tout en colère. Elle était vraiment fâchée en adressant la parole à la mère que j'accompagnais.
Nous sommes supposés de se rencontrer à 9h15, non? Et je vous jure que la mère, toute rouge, perdant les pas devant elle, elle tremblait en essayant de lui expliquer que ce n'est pas de sa faute et qu'il y avait un changement de pavillon. Elle ne l'a même pas laissé finir sa phrase en lui ajoutant « Ça te prend pas 45 minutes pour arriver ici ». Bref, voyant ce spectacle, ça me fait penser à un adulte d'une méchanceté inouïe qui tente de corriger un enfant de 6 ans. La mère qui ne pouvait pas dire un mot, elle avait les larmes aux yeux. Et c'est là où j'ai intervenu comme témoin que madame était bel et bien présente devant l'entrée de l'hôpital à 9h15 et j'ai souhaité de ne pas remettre ma parole en question. Mais le plus important, j'ai compris pourquoi cette mère m'avait demandé que je l'accompagne. Et je demande jusqu'à ce matin, je dis bien ce matin, qui a donné ce pouvoir démesuré, insensé à cet agent de la DPJ pour traiter et de quelle manière cette mère? Vous savez, j'ai eu une discussion de toute façon avec elle et les choses se sont beaucoup mieux déroulées par la suite. Imaginez-vous, la même semaine, une autre mère m'appelle. Monsieur Zitouni, je suis convoqué au service de la DPJ sur le boulevard d'Ikari et je souhaite que vous m'accompagniez. Alors, pourquoi madame, vous souhaitez la présence de quelqu'un? Vous êtes adulte, non? La réponse, la mère avait tellement peur de rencontrer l'agent qui l'a convoqué parce qu'elle était, je dis bien, elle était terrorisée de ce personnage. Alors j'ai voulu aller vérifier moi-même. Il faut préciser que je ne connaissais pas cet agent et je ne l'ai jamais vu auparavant, donc il faut que ça sera clair. Nous arrivons à la réception des locaux de la DPJ, de la Direction de la Protection de la Jeunesse sur le boulevard d'Ikari. L'agent en question vient à notre rencontre, excellent. Je me lève, je dis bonjour et donc il demande à la mère qui est ce type-là. Donc elle répond sans donner de précision, il est du mouvement Action Justice. Il n'avait pas l'air d'être très content, mais il nous a demandé quand même de le suivre. Alors une fois dans un local sans fenêtre, il fait plus penser à une cellule de détention qu'à un lieu de rencontre, disons pour le moment administratif. On s'assoit, l'agent de la DPJ se tourne vers moi. Je veux savoir, vous êtes qui, monsieur? Alors, ce n'est pas la rencontre qui était importante, c'était ma présence qui est devenue plus importante. Alors, je voyais le profil un peu de la personne qui cherche à tout prix contrôler ce qui l'entoure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je lui donnais ma carte et d'un seul coup, le visage de l'homme changeait complètement. J'étais vraiment surpris et d'une voix autoritaire, il me disait « Est-ce que c'est vous qui avez fait des émissions de radio sur la DPJ ?» Comme je n'attendais pas à cette question, je dis simplement oui. Alors il a mis fin à la rencontre, imaginez-vous. La mère, elle pleurait parce qu'elle ne comprenait pas non plus pourquoi. Surtout que j'étais la 3e personne d'être refusée par le même agent. Et quand je lui demandais pourquoi, il a répondu tout simplement « Monsieur, je ne suis pas à l'aise avec cette rencontre ». Alors vous comprenez, chers auditeurs, chères auditrices, que nous sommes totalement dans le délire. La loi sur la protection de la jeunesse elle-même stipule que l'enfant et ses parents ont le droit d'être accompagnés et assistés par une personne de leur choix lorsqu'ils désirent obtenir des informations ou lorsqu'ils rencontrent le directeur de toute personne qui l'autorise. Cette loi n'a jamais parlé de si vous êtes à l'aise ou mal à l'aise. Et pourtant ma présence était là autant qu'observateur, ni plus ni moins. Je lui ai répété, monsieur, ce n'est pas parce que j'ai animé une émission sur la DPJ que je n'ai pas eu le droit d'assister à cette mère. Aucune réponse. Il se lève, il se retire de la salle. Alors, même, chers auditeurs, chères auditrices, même la loi sur les services de santé, les services sociaux, va dans le même sens. Tout, je dis bien tout usager a le droit d'être accompagné et assisté d'une personne de son choix. Mais dans ce cas, il semble clair que cet agent veut dicter sa propre loi. Alors, c'est à mon tour d'être mal à l'aise, bien sûr, d'être en présence de quelqu'un qui semblait tout à fait incohérent, et j'ai compris pourquoi cette mère avait besoin d'assistance. Qui a permis à cet imbécile d'agir de la sorte? Ou plutôt, qui contrôle des détraqués au poste d'un tel pouvoir dans notre société? Mon seul crime, c'est d'avoir cédé la parole à des victimes de cette institution appelée, à tort ou à raison, la protection de la jeunesse. Autrement dit, personne n'a le droit de dire son opinion vis-à-vis à cette institution. Voulez-vous me dire d'où ça vient ce raisonnement? Qui dicte cette loi du silence, cette dérive de loi, et qui finalement pourra mettre fin?
C'est un vrai scandale. Je comprends de plus en plus la peur de ces mères qui font face au service de la DPJ. Il s'agit d'un phénomène terrifiant. Alors, il y a aussi une autre mère qui me disait avant-hier qu'un agent de la DPJ lui avait demandé si elle désirait voir sa fille, qui était placée dans un centre de jeunesse, de lui apporter une attestation d'un psychiatre, comme quoi elle est bel et bien de Saint-Esprit. Et elle s'est pliée à cette condition de crainte de ne plus voir sa fille. Même un juge n'a pas ce pouvoir, sauf dans des conditions extrêmes. Et la grande question ce matin, qu'est-ce qui a amené ces serviteurs de l'État d'abuser de leur pouvoir et d'une manière parfois un peu trop dégueulasse? Pour cette question, nous allons tenter, je dis bien tenter, de communiquer avec deux spécialistes, un psychologue et un psychiatre, tous les deux de renommée. Peut-être c'est le premier, peut-être le docteur Hubert Van Gisgaan, j'espère que j'ai bien prononcé le mot, et dans le deuxième lieu, le docteur Pierre Mailloux. J'espère que nous arrivons à les avoir en ligne. Alors, Madame Chantal Minou, psychoéducatrice, va les questionner sur ces pervers narcissiques, et mon collègue Adam Richard va probablement commenter à son tour les deux interventions. Alors voilà, avec vous au micro ce matin, Hadj Zitouni, porte-parole du mouvement Action Justice, un organisme qui, soi-disant, fait la surveillance civile de nos institutions judiciaires, afin de prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Chères auditrices, chers auditeurs, restez à l'écoute. Après notre thème musical, deux spécialistes de la santé vont peut-être tenter de dénouer le dilemme de ce matin. Restez à l'écoute. C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saignent
prédateur, un dénoncé. Entre un para et un félouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la une. Voilà donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, j'ai avec moi en ligne, si je ne me trompe pas, Dr Hubert van Giseghan. Donc, il est expert psycho-légal. Bonjour monsieur. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, vous savez qu'on anime une émission contre les abus de pouvoir, les abus de l'autorité. Et j'aurais une question pour vous avant de vous passer Madame Chantal Minou qui va vous questionner sur, je pense, deux aspects. La première question que j'aimerais bien vous poser, docteur, est-ce que vous croyez que des intervenants de la direction de la protection de la jeunesse, peuvent avoir des comportements similaires à des pervers narcissiques et même de psychopathes? Vous savez, je ne pense pas que parmi les intervenants de la DPJ, il y a plus de psychopathes ou de pervers narcissiques que dans n'importe quel autre milieu ou dans la population générale. Excellent, c'est très bien dit. Je crois que s'ils se comportent quelquefois comme des caïds, c'est parce que énormément de pouvoir leur est légué par la loi. Par la loi de la protection de la jeunesse. Alors, s'ils jouent des fois au caïd, ce n'est pas, à mon avis, dû à leur personnalité, mais plutôt à cet état de fait qu'ils sont des représentants et ils sont habités d'énormément de pouvoir, beaucoup plus qu'ils devraient probablement en avoir. Mais ce pouvoir-là, docteur, il n'y a pas de limite pour ces gens-là? Il n'y a pas de limite. Ben, vous savez, la loi de la protection de la jeunesse est certainement une bonne loi. Mais elle donne aux praticiens de la DPJ, elle donne un double mandat. Le mandat de protéger et le mandat d'enquêter. Oui. Et cela en même temps. La combinaison de ces deux mandats amène très souvent beaucoup de dérapages. Parce que comment peut-on, en même temps, avoir le mandat de protéger et d'enquêter? Si, par exemple, un tel praticien pose un geste, par exemple, il entre dans une maison où il y a une allégation, disons, de maltraitance. Il entre dans cette maison oui. Et il dit au monsieur, monsieur, pouvez-vous vous en aller pour quelque temps, le temps de l'enquête? Alors, comment par la suite est-ce que ce praticien peut-il encore être objectif, puisqu'il a déjà agi en fonction d'une hypothèse, en fonction qu'il y a probablement maltraitance. Alors, je pense que le problème est là. Évidemment, par les gens, c'est vu cela comme étant quelque chose de gros et de grave, d'un abus de pouvoir même. Et ça n'est un en quelque sorte. Mais la loi, malheureusement, elle est ainsi faite. Exactement, oui. Je vous passe, madame... Bonjour, M. Van Giseghan. Écoutez, ce que vous dites, on l'entend bien, sauf que dans la loi, à quelque part aussi, c'est bien écrit que les personnes, s'ils agissent de bonne foi, il faut quand même qu'ils agissent de bonne foi, puis il y a quand même le manuel de référence de 961 pages qui est quand même assez bien décrit. Et je vous dirais que depuis l'année passée, nous, même avec Mouvement Action Justice, c'est beaucoup plus que, peut-être que vous ne voyez pas, mais ce qu'on a vu, c'est beaucoup plus que de l'abus. Un débordement. C'est de la manipulation perverse. Écoutez, c'est vraiment jusqu'à... Vous connaissez la violence perverse, c'est le document qu'en 1998, Marie-France Irigoyen, la psychiatre, a écrit. Écoutez, juste le chapitre sur l'entreprise, ça résume bien ce que les parents vivent. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de manipulation et on va chercher la faiblesse, on met en confiance les parents. Et là, après qu'on les a pris en confiance, on prend toute leur force et leur faiblesse puis on les fait tomber. Écoutez, je suis vraiment
effectivement, je sais pas quelle expression qui pourrait être adéquate, mais même moi, je pensais jamais comme psychoéducatrice devoir être bonne sœur et accompagner des parents. Je vous le dis, là, j'ai déjà eu des menaces de mort dans le cadre d'un club de soccer et jamais j'aurais cru que je vivrais pire avec la DPJ. Alors, oui. Je comprends ce que vous dites, mais à quelque part, il y a vraiment des comportements, il y a des comportements spécifiques de mensonges, d'abus de pouvoir, et on met en position le parent dans un dilemme. On appelle ça une double contrainte. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que la double contrainte, c'est la pire harcèlement qu'un parent. Mais j'aimerais bien, docteur Gazegan, comment vous nous expliquez ce comportement-là de votre côté là, de spécialiste? Eh bien, je le répète, je crois que c'est à cause du fait que cette loi donne un pouvoir. Vous savez, là où il y a du pouvoir, oui. Il y a facilement de dérapage. S'il y a du pouvoir, il y a des abus de pouvoir, presque toujours. Et ça prend des garde-fous extrêmement étanches pour qu'une personne qui a du pouvoir n'en abuse pas un peu ou en profite pas un peu. Mm-hmm. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit une question de personnalité de ces gens-là. N'oublions pas que souvent ce sont des gens qui ont seulement un diplôme du cégep, ce sont des techniciens. Exactement, oui. Ils ne font pas partie d'un ordre, ils ne sont donc jamais vraiment contrôlés par un ordre. Un ordre professionnel, normalement, est là pour protéger le public. Ces gens-là, ces travailleurs, souvent, ne sont pas imputables parce qu'ils ne font pas partie d'un ordre. Et ils ont ce fantastique parapluie qui les dédouane tout le temps, qui fait qu'ils travaillent, soi-disant, au nom de la protection des enfants. C'est-à-dire, ce sont des gens qui constamment sont en train de sniffer partout pour voir s'il n'y a pas une maltraitance d'un style ou d'un autre. Oui. Donc, ils sont pris eux-mêmes, et je le répète, ils sont pris par un double mandat qui leur enlève souvent leur objectivité. Et c'est ça qui est perçu par les autres comme étant du caïdage. Ils sont difficilement objectifs. Voyez-vous un policier qui doit faire une enquête. Un policier, il fait une enquête à charge et à décharge. C'est-à-dire, il commence par... il travaille avec une hypothèse complètement nulle et il se laisse guider par ce qu'il va trouver. S'il trouve des indices qu'un individu n'est pas coupable, eh ben, il va tirer la conclusion, il n'est pas coupable. Exact. S'il trouve des indices que l'individu est coupable, il va conclure qu'il est coupable. Tout à fait, oui. Le travailleur, le praticien de la DPJ n'est pas dans une situation comme ça. Il est dans une situation où il doit, au départ, présumer qu'il y a maltraitance. Alors, c'est grave. Alors, quelqu'un qui commence une enquête avec l'idée préconçue qu'il y a maltraitance, tout à fait, oui. Il va tout faire, y inclut de la manipulation pour prouver son point. Mais c'est vrai que ça pourrait concorder parce que là, on a des appels de partout de la province et à date, j'ai vu aucune personne de la Direction de la protection de la jeunesse agir de bonne foi avec objectivité. Puis je voulais vous dire, je ne sais pas si vous semblez oublier que depuis le 20 septembre 2012, c'est une activité réservée aux psychoéducateurs, aux travailleurs sociaux d'évaluer une personne dans le cadre de la protection de la jeunesse et même devant le tribunal. Et il semblerait, en tout cas, c'est la loi, M. Van Gazegan, c'est depuis le 20 septembre, c'est une activité réservée. Alors, je vous entends dire que c'est des gens de cégep, et vous avez raison. Puis même, il y en a que je ne sais même pas s'ils ont un cégep. Et je vous dirais, comment qu'on peut expliquer ça, que la Direction de la protection de la jeunesse ne respecte même pas la loi? Manque d'argent, peut-être. C'est en tout cas ce qu'ils invoquent eux-mêmes souvent. Lorsqu'ils sont critiqués, la plupart du temps, ils disent qu'il manque les ressources. C'est sûr que s'ils pouvaient s'entourer, ou que si toutes les praticiens avaient un diplôme universitaire, et s'ils étaient bien entourés par pas seulement par leur contexte académique, mais aussi par un ordre, je crois qu'on aurait à ce moment-là plus de chances d'endiguer les dérapage possible d'un abus de pouvoir. Effectivement, mais c'est ça, dans le fond, le gouvernement avait mis la loi pour ça, la loi 21 pour ça, mais il semblerait que c'est pas respecté. Écoutez, je vous entends dire ça, mais en même temps, il y a une autre question que je me posais. Comment vous pouvez expliquer le fait que, moi, tous les dossiers que j'ai vus, on met le parent dans le fait
tu choisis, soit tu te fais dénigrer, humilier, intimider, affecter vraiment dans ta personnalité complète, ou tu ne vois plus ton enfant. Exactement, ça c'est des cas réels, oui. Oui, je vois je vois la même chose, et je suis très souvent également catastrophé de voir que cette enquête sont faites avec si peu de respect pour les gens, comme si effectivement, voyez-vous, au criminel, il y a au moins la présomption d'innocence, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais la présomption d'innocence, c'est un garde-fou très important. C'est un respect et qui tient toujours en compte tout à coup que cet individu n'est pas coupable. Oui. Sauf que à la façon dont la justice, la DPJ, en tout cas la loi de la protection de la jeunesse et son application fonctionnent, il n'y a comme pas de présomption d'innocence. Et c'est ça qui est choquant. Oui. Seulement pour les gens, mais sur le plan sociétal également. J'ai beaucoup travaillé avec des gens de la DPJ. Ce sont des gens, bien entendu, qui sont de bonne foi. Mais effectivement, la loi et leur travail est ainsi fait et organisé qu'on ne peut pas réellement parler de présomption d'innocence. J'ai une dernière question pour vous. Comment vous expliquez le fait que des gens bien intentionnés, qui sont objectifs, qui croient vraiment au potentiel, ils partent des forces pour travailler les limites des parents, ces gens-là, autant travailleurs sociaux, des spécialistes là, qui étaient engagés, quittent la DPJ? Parce qu'ils veulent pas rester. Comment vous expliquez le fait que moi, comme psychoéducatrice, j'ai été refusée justement parce que je serais pas bienvenue non plus là. Parce que je suis objective et je veux bien faire mon travail et en respectant tout le monde, mais mon but c'est d'aider les gens à être autonomes. Comment vous expliquez le fait que des gens qui veulent bien faire ne sont pas les bienvenus, qu'on sélectionne juste ceux qui sont dociles et qui appliquent cette règle-là, cette violence perverse auprès des parents, comme vous dites, qu'on accuse des gens partant, on présume que les parents, même pas des criminels, M. Van Gezegen, parce que les criminels, ils ont des droits. Moi, qu'est-ce que je vois? Les parents, ils n'ont aucun droit. Alors, ils sont traités comme des terroristes. Ils n'ont aucun droit. Oui. Oui, comment est-ce que je l'explique? Je n'ai pas d'explication. Oui, voilà. Je sais que vous savez, il y a eu une psychose collective dans les années 70 surtout, fin des années 70 et début des années 80. Il y a eu une psychose collective en ce qui concerne les maltraitances intrafamiliales, aussi bien en ce qui concerne l'abus physique, l'abus sexuel, etc. Alors là où il y a psychose collective, il y a toujours dérapage. C'est-à-dire, il y a eu un temps qu'on voyait un pédophile ou un abuseur sexuel derrière chaque arbre. Le moindre bleu dans les écoles était interprété par les maîtresses comme étant le résultat d'une baffe. Il y avait des signalements à tout bout de champ. Vous savez, là où en 79, il y avait 2 ou 3 signalements pour abus sexuels, 3 ans plus tard, il y en avait 1500. C'est-à-dire qu'il y a eu un boom. Oui. Et je crois que ces gens-là étaient investis par la population comme étant des professionnels extrêmement importants. Question d'identifier et de traiter les abus physique et sexuelle surtout, et la négligence. Et la population a tout simplement applaudi à cette époque-là. Et je crois que la réaction sociétale leur a également, pas seulement la loi, mais elle leur a également donné le pouvoir qu'ils ont maintenant. Peut-être si vous permettez, docteur... Vas-y. Dernière petite chose, c'est parce que je vous entends là-dessus, mais moi je vous dirais que ce que je constate, quand des cas qui devraient intervenir n'interviennent pas, les cas qui ne devraient pas intervenir y interviennent. Oui. Je vous donne un extrait d'un rapport médical qui a été fait à Saint-Jérôme. C'est bien écrit que le médecin a bien pris la peine de faire un rapport. C'est une famille d'accueil qui est composée d'un seul homme dans le bois, puis qui a bénéficié de l'approbation des services sociaux du secteur de Saint-Jérôme. Et c'est bien écrit. Le médecin écrit, il observe la présence de 3 petites marques arrondies alignées de façon verticale à 2 cm de la vulve à gauche. Oui. Mais c'est écrit, il y a un médecin qui prend la peine de le dire. Et il est toujours... on a réussi à retirer l'enfant de 2 ans et demi, mais il y a toujours des enfants. J'ai un autre cas, là, que on a un rapport du tribunal récemment du 11 mars. C'est écrit mot pour mot que l'enfant verbalisé est abusé sexuellement
et l'enfant est toujours avec les grands-parents. Mais dans un cas comme ça, madame, on ne doit pas chercher midi à 14 heures. Nous avons ici des cas d'incompétence. Vous savez, il faut bien nommer un chat. Exactement. Oui. Il y a, dans ces professions-là ou dans ces métiers-là, il y a des incompétents partout. Est-ce que tout ça fait partie d'un grand complot? Non. Mais c'est sûr qu'il y a des dérapages et l'exemple que vous donnez, ça me fait penser tout simplement à de l'incompétence crasse. Docteur Gizegan, juste pour finir votre intervention, j'aimerais bien juste vous confirmer comme quoi, selon tous les appels qu'on reçoit des plaintes contre la DPJ, il y a visiblement un signal d'alarme. Alors je veux savoir, tous ces parents-là qui souffrent présentement face au service de la DPJ, est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il y a une sortie de secours à tout ça là, parce que ça devient grave? Vous savez, il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a toujours eu un organisme à l'intérieur même des CSSS, ou peu importe comment on l'appelle, il y a un organisme où les gens, où le public donc pouvait porter plainte contre l'organisme enquêteur. Ça avait un nom et je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est le commissaire local. Il y a un organisme où il y a une instance qui est intégrée dans tout le système social où les gens peuvent porter plainte et qui sont supposés enquêter. D'être écoutés. Oui. Mais ils ne font pas leur travail, M. Van Gezegan. Ils tiennent sous silence et ça l'épuise plus les parents. Je suis témoin jusqu'au protecteur du citoyen, jusqu'à la Commission des droits de la personne qui ne font rien. Oui, possible. Voilà. Possible. Vous me le dites et je ne peux que prendre acte. Docteur Van Gezegan, un grand merci de votre intervention et de votre éclairage. Merci bien et peut-être à la prochaine. D'accord. Au revoir. Bye bye. Alors, vous avez entendu, donc c'était un expert psycho-légal, docteur Hubert Van Gezegan, qui était sur la ligne. Donc, il nous a expliqué un petit peu comme quoi le problème dépasse un petit peu le cadre de l'employé. Donc, c'est toute l'institution qui remet en question. C'est ça? Oui, c'est une violence structurelle. Oui. Alors voilà, juste on va faire une petite pause musicale. On va revenir. Peut-être on va essayer de rejoindre docteur Pierre Mailloux. J'ai chanté dans la rue et au Centre national des arts. Puis j'ai chanté tout nu dans mon bain, j'ai chanté pour les morts. J'ai chanté pour du pain, j'ai chanté pour de la bière. J'ai chanté pour du vin, j'ai chanté pour ma mère. J'ai chanté mes peines d'amour à la radio. Tourne les pages, ton tour viendra bientôt. Danse sur les notes blanches, une parle de guitare, un beau solo et chante une tourne pour ma tante. Ton tour viendra bientôt, je veux pas ta main. Puis gardez vos farces plates pour la danse du smart, la danse des kitschas. J'ai joué du piano pour mes chums pis les voisins. Dans les bars, les bistrots, les bateaux, j'ai joué dans tous les coins. J'ai joué mes meilleures tunes pour ceux qui hurlent à la lune. Mes plus beaux accords pour améliorer mon sort. Un piano désaccordé, 25 piastres, j'ai joué du tango. Ego. Tourne les pages, ton tour viendra bientôt. Danse sur les notes blanches, une basse de guitare, un beau solo et brasse, la passe à ta nasse. Fini mon numéro, je veux pas ta main. Puis gardez vos faces plates pour la danse du semaine, la danse des kitschas. Allez, explose-toi. Ton tour viendra bientôt. Danse sur les notes blanches, une basse de guitare, un beau solo et chante une tonne pour ma tante. Ton tour viendra bientôt. S'en vient ton dos, s'en vient le bâton. Regardez-vous farce plate, la danse du soin, la danse des kitschas.
tomate. As-tu compris, tomate? Je veux pas de tomate. Merci beaucoup. Écoute, c'est assez. OK, lui, là, y a quelqu'un qui pourrait donner un coup sur la tête? C'est bien. Si je m'ouvre et te laisse entrer, sauras-tu laisser saigner la plaie? Pourras-tu te laisser t'y noyer? Qui me saoule, toi qui m'enivre. Elle qui saigne mon cœur, toi qui le ravive. Délice pernicieuse. Douleur délicieuse. Si je m'ouvre et te laisse entrer, sauras-tu laisser saigner la plaie? Pourras-tu te laisser t'y noyer? Sans honte, sans gêne, moratoire affectif. Manipuler sa flamme pour brûler à vif. Douleur délicieuse. Délice pernicieuse. Si je m'ouvre et te laisse entrer, sauras-tu laisser saigner la plaie? Pourras-tu te laisser t'y noyer? Se faire manger des oreillers, baiser, chocolat, café au lait, gifle affective qui fouette carré. Si je m'ouvre et te laisse entrer, sauras-tu laisser saigner la plaie? Alors bonjour chères auditrices, chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Vous savez, on parle justement aujourd'hui de la violence perverse au quotidien faite par les agents de la DPJ. Et on attend toujours de rentrer en contact avec le docteur Pierre Mailloux d'ici là quelques minutes, j'imagine. J'aimerais bien revenir avec Richard Adam Patan. Adam, qu'est-ce que vous pensez justement, vous, de l'intervention de Dr Van Giseghan? J'ai trouvé très pertinente, très intéressante. Oui. Il y a un sujet sur lequel je voulais peut-être revenir et partager peut-être un peu mon opinion là-dessus, c'est concernant la soi-disant immunité des agents de la DPJ. Ça, c'est vrai, ça, oui. Excellent. J'aurais voulu lui demander la question peut-être, mais probablement qu'il n'aurait pas été compétent pour y répondre, mais ça aurait quand même été l'opinion. C'est de savoir ce qu'il parlait d'une impunité de fait, autrement dit, des gens qui se protègent entre eux, ou vraiment d'une impunité qui est consacrée dans les textes de loi. Et à mon avis, dans la loi, il y a les freins nécessaires pour empêcher des abus de pouvoir, mais effectivement, on a
une immunité de fait dans le fond. C'est que la loi du silence. La loi du silence, exactement. Oui. On a une réalité qui est décrite dans les lois, mais on a une réalité sur le terrain qui correspond à autre chose. Oui, mais c'est une question que j'aimerais bien savoir aussi avec Adam, parce que vous êtes un peu plus branché. Mais le politique là, comme tel, il est conscient de la problématique là qui existe là. Vous parlez des députés là? Oui, le politique en général. Oui. S'ils sont pas conscients, c'est parce qu'ils veulent pas. Je sais pas sur quelle planète ils vivent parce qu'ils ont reçu nombre. Exactement, parce que tout le monde il envoie des plaintes et des plaintes. De tout parti confondu. Je parle pas seulement de mes communications à moi, j'en ai presque pas fait, mais je suis au courant de communications qui ont été initiées par beaucoup de gens, dont entre autres Mme Minou à côté de moi. Oui. Et ça depuis au moins, je parle de ce que moi j'ai vu depuis au moins 2 ans, mais je suis sûr que ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Et c'est tous les partis tous partis confondus ont été sollicité à ce sujet-là et c'est toujours le silence radio. Mais vous avez vu, Madame Minou, moi juste mon expérience la semaine passée, c'était vraiment pas rassurant. J'avais une peur là. Je comprends énormément la crainte de ces parents-là. Moi, je suis très inquiète pour nos enfants. Exactement. Très inquiète. Les parents aussi. Oui, mais imaginez-vous les parents qui s'en vont se suicider. Oui, il y en a. Mais on les c'est ça la violence perverse. C'est écrit dans le livre de Marie-France Régoyen, 1998, Monsieur Zitouni. C'est écrit mot pour mot. Hein. C'est écrit que ce type d'interaction-là, quand c'est pas arrêté, ça rempire, ça s'amplifie et qu'il faut absolument une intervention énergique pour arrêter ça. Alors, c'est pour ça qu'ensemble, il faut s'y mettre et intervenir. Écoutez, justement, par rapport à ça, Monsieur Richard parlait justement de l'immunité. Il n'y en a pas. Vous avez l'article 35 de la loi de la protection de la jeunesse qui spécifie clairement, je vous le lis, le directeur et toute personne qui agit en vertu des articles 32 et 33, ça veut dire dans le fond tout ce qui est de leur fonction de protéger l'enfant et d'aider les parents, et ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, à partir du moment que vous cumulez les preuves, je vous encourage à tout enregistrer, les rencontres comme on a fait hier. J'ai été témoin d'un intervenant qui m'a intimidé moi-même. Écoutez, si on n'avait pas les preuves audio, les parents ne seraient pas protégés. Et donc, c'est le concept de bonne foi qui fait le retenir. Alors directement, on va passer. Je pense que Monsieur Docteur Pierre Mailloux, il est en ligne. Bonjour, Monsieur Docteur Mailloux. Oui, bonjour, Monsieur Zitouni et la gang. Bonjour, mon cher ami. Donc, vous savez, Docteur Mailloux, que nous animons une émission. Elle est consacrée exclusivement à dénoncer les abus d'autorité, les abus de pouvoir. Et j'aimerais bien vous poser la question que j'ai bien de poser à votre collègue, Docteur Hubert Van Giseggen. Alors, je lui posais. Alors, c'est pas mon collègue, c'est un psychologue, ça. C'est ça, oui. OK. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais écoute, quand même, là, on fait pas partie du même collège. Exactement. Alors, c'est pas grave. Mais la question que je l'avais posée, j'aimerais bien vous la poser pour la seconde fois, c'est est-ce que vous croyez que des intervenants de la direction de la protection de la jeunesse peuvent avoir des comportements similaires à des pervers narcissiques et même de psychopathes? Bon. Est-ce que je pourrais te demander qu'est-ce que tu veux dire par pervers narcissique et psychopathe? Parce que c'est très galvaudé, ces mots-là. Là. Peux-tu me donner des exemples de comportements que des intervenants ont pu avoir qui te laissent croire à ça? Parce que là, on peut s'embarquer dans des conversations. Pervers narcissique, là, c'est un peu une terminologie maison de l'Université de Montréal. Exactement. Docteur Mailloux, on a même... grand-chose dans le DSM-4, ça, là. Exactement, parce que même ma collègue... Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, ma collègue, Madame Minou, elle vous a préparé même des cas. Alors, à travers ces cas-là, on va savoir qu'est-ce que vous pouvez nous dire. Vas-y, Madame Minou. Dans le fond, Docteur Mailloux, bonjour. Écoutez, c'est dans le fond, la question, c'était est-ce que vous croyez que des intervenants peuvent avoir des problématiques comme ça? Parce que de ce qu'on constate, les faits, je vous en donne un exemple, c'est que c'est de mettre en confiance, de prendre les forces et les limites de quelqu'un et vraiment le dénigrer, le refuser de communiquer, le disqualifier, le discréditer, l'isoler, vraiment le pousser à l'autre à bout, même jusqu'au suicide. Et je vous donne juste un exemple. Vous m'écoutez bien, je vais vous lire juste un extrait d'une lettre. C'est vraiment assez frappant. Et c'est un intervenant de la direction de la protection de la jeunesse, M. Stéphane Clavette, qui a écrit ça à une maman d'un enfant on est en train de détruire, qui a été retiré depuis 2008. Et écoutez, il écrit: Madame, force nous est de constater une fois de plus votre agitation et votre hostilité grandissante, votre interprétation erronée de la réalité de votre fils, votre rigidité persistante, vos allégations menaçantes, votre tendance à enquêter et revendiquer et votre refus catégorique de vous impliquer dans une démarche d'aide par des rencontres de suivi social avec le sous-signé, qui est M. Clavette. Madame, la qualité de votre
votre fonctionnement nous inquiète et nous fait craindre pour la qualité de contact que vous aurez avec votre fils. Votre état actuel est préoccupant et nous vous conseillons de considérer sérieusement l'opportunité de vous impliquer dans une démarche d'aide malgré votre refus de collaborer avec le sous-signé. Nous vous proposons une démarche d'aide à la semaine puisque nous estimons que vous en avez grand besoin. Voilà. Dans ce fait, nous vous convions à des rencontres de suivi. Il y a une pause de suivi social et c'est important, je vous les adresse. Advenant la persistance de votre refus à vous impliquer dans l'aide proposée conformément à l'ordonnance de tel juge, nous vous conseillons d'entreprendre dans les meilleurs délais des démarches nécessaires afin d'investir un processus thérapeutique avec un psychologue de votre choix. En ce sens, nous vous suggérons de vous ouvrir à mieux comprendre les défenses qui vous empêchent de faire face aux difficultés de votre fils et ce depuis trop longtemps. Nous prenons note de votre refus de vous impliquer dans cette démarche. Pour le moment, cette décision que vous avez prise est probablement dans le meilleur intérêt de votre enfant, étant donné votre propension actuelle au clivage, au conflit et à la confrontation. La confrontation, oui. Et je vous en passe, là. Alors, cet individu-là a été formé manifestement à l'Université de Montréal, parce que le mot clivage vient de là. Il est très, très utilisé dans le milieu psychologique et psychiatrique montréalais. Ailleurs, on parle très peu de ce mécanisme-là. Écoutez, mon expérience de 33 ans et 3/4 avec la protection de la jeunesse et plusieurs psychologues est à l'effet que ce n'est pas un monde d'intervenants homogène. D'abord, c'est un monde principalement féminin, où, avant de parler de narcissisme, on va parler d'intervenantes extrêmement problématiques. Il y a des intervenantes sociales qui sont des perles. Malheureusement, je crains qu'elles soient minoritaires parmi leurs congénères. Tout à fait. La majorité des intervenantes font preuve, sont porteuses soit de conflits intrapsychiques personnels majeurs et sévères, qui pourraient tendre à porter des diagnostics de perversion narcissique et accompagnés souvent et régulièrement d'un manque de jugement épouvantable. Élevé à l'intérieur d'une culture où le jugement féminin n'est jamais remis en question et devrait l'être. Alors, je me tais à ce stade-ci. Écoutez, je vous remarquer que je vous lis une lettre d'un homme, hein, monsieur. Dr. Mailloux, c'était Stéphane Clavel. C'est correct, mais j'entends ce que votre point de vue, puis c'est vrai que c'est majoritairement féminin. Quel est le pourcentage d'hommes parmi les intervenantes sociales au Québec et quel est le pourcentage d'hommes parmi les psychologues du Québec? Non, mais j'adhère avec vous. Vous avez raison là-dessus. C'est mieux plus à 90%. Écoutez, j'avais une autre question. Quelques hommes qu'il y a dans ces milieux-là sont féminisés, c'est-à-dire qu'ils ont épousé à leur insu un modèle féminin d'interagir. OK. Maintenant, Dr. Mailloux, qu'est-ce que vous me dites à propos d'une personne, qu'un agent de la DPJ qui lui demande si vous voulez vraiment continuer à voir votre fils qui était placé dans un centre de jeunesse, d'aller chercher un certificat d'un psychiatre comme quoi vous êtes de Saint-Esprit? Oui, ça c'est correct. Jusque-là, parce qu'il peut y avoir des parents qui sont atteints d'une maladie mentale importante. Mais s'il n'y a aucun motif... Mais s'il n'y a aucun motif, la dame, elle était vraiment, vraisemblablement, elle était excellente, quoi. Non, mais attends un peu. Si elle n'a pas, et je fais ça assez régulièrement, si elle n'a pas de maladie mentale, le certificat devient important. Okay. Elle n'en a pas. Ça confirme sa santé et ça élimine toute une problématique. Oui, mais si l'intervention en partant, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de fait, il n'y a rien, et que là, on en cherche. Est-ce que c'est pas pour l'abaisser? On en invente. Oui. Ah ben oui, écoutez, si vous me demandez, est-ce qu'on utilise encore la psychiatrie en 2013 à des fins de dénigrement, de déstabilisation? Bien oui, je l'ai écrit encore tout récemment, il y a 2 mois, dans un rapport, que dans ce cas-là, on avait utilisé la psychiatrie pour dénigrer une personne. Et ça peut même aller jusqu'à demander... C'est moins fréquent que c'était, mais c'est encore en jeu, ben oui. Okay. Oui. Ça peut même aller jusqu'à demander 3 rapports psychiatriques pour la même personne, je crois. Hein? Oui. Si les résultats des 2 premiers ne satisfont pas... Je suis impliqué dans des cas, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Et à quelle enseigne, les amis, que je vais vous donner les couleurs tout de suite, c'est que depuis 20 ans au moins, je suggère l'extermination de la protection de la jeunesse. Et que les services de protection des enfants, des adultes et des vieillards, ou que la violence aux enfants, adultes et vieillards soit confiée aux services policiers qui, eux, s'adjoindront travailleuses sociales et psychologues au besoin. Psychoéducateur aussi, Dr. Mailloux.
Pardon? Psychoéducateur aussi. Oui. Les intervenants. Oui, c'est ça. Écoutez, Dr. Mailloux, j'avais une question à vous. Les orthopédagogues, puis les orthophonistes. Puis... Ben ça, c'est plus niveau scolaire. Niveau développemental, je vous dirais, là, en tout cas, par rapport aux activités réservées aussi, là, je fais le lien. Écoutez, on a eu une rencontre hier. J'ai eu une rencontre avec un intervenant qui était un homme aussi, peut-être féminisé, comme vous dites. Mais il y a là, on a un cas, le père, le père, c'est avec toute la situation que j'ai vue de la mère. Vous êtes d'accord avec moi que une mère qui a vécu l'inceste, c'est souvent précurseur de problématiques plus tard. Hein? Il y a des conséquences à l'inceste. Et moi, suite à l'évaluation de voir l'état de la maman, puis tout ce qui se passe, même qu'il y a eu un abus, la jeune a dit qu'elle a été abusée du conjoint de la mère au mois de décembre, mais c'est même écrit dans le rapport de la DPJ. J'ai questionné le père si la mère elle avait parlé de ses relations de ses parents. Et là, c'est là qu'il est parti à pleurer, qu'il s'est confié en disant oui, elle m'a déjà dit qu'elle a été abusée par son père et sa sœur aussi et qu'elle en avait terriblement peur. Et là, on l'a nommé, c'est la semaine passée. Et là, la DPJ, on a eu une rencontre hier. Il a demandé au père, là, il tombe sur le père. On tire sur le messager, là. Il avait pas le droit de dire ça. C'est une bombe qu'on a lâchée. Il avait pas le droit parce qu'ils ont placé l'enfant chez les grands-parents, là, en vérité, dans les faits, là, sans le dire au tribunal. Et là, il a demandé, depuis quand, pourquoi ça sort maintenant? Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Depuis quand vous vous en rappelez pas? Comment vous trouvez ces questions-là? Là? Oui, mais ça dépend comment, écoute. Mais est-ce qu'un individu peut se souvenir quand est-ce qu'il ne se souvient plus de quelque chose? On entend un petit peu l'autre. C'est que dans une démarche qui se veut aidante, il y a un prérequis qui est la création d'un lien de confiance. Oui. Et la plupart des intervenantes et des quelques hommes de ces milieux-là interviennent beaucoup plus dans l'hostilité que dans la complicité. Et on peut pas, sur le plan psychologique, les amis, lorsqu'il n'y a pas création d'un lien de confiance d'abord, ça va déraper. Oui. Oui, mais sauf que là, ils imposent leur service. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise approche. Il y a des prérequis essentiels qui, s'ils ne sont pas respectés, ça ne fonctionnera pas. Êtes-vous d'accord sur le fait que le pire des harcèlements, c'est la double contrainte, c'est de mettre un parent en situation soit que tu acceptes de te faire dénigrer, porter atteinte dans toute ton intégrité, sinon tu vois plus ton enfant. Est-ce que c'est vraiment un choix? Oui. Ah oui. Je suis impliqué dans des dossiers actuellement, là, avec entre autres, encore hier, avant-hier, une dame qui m'appelle en larmes dans tous ses états parce qu'une psychologue qui se prétend psychanalyste l'a passé à tabac devant ses deux filles. C'est même pas chic. Alors, c'est monnaie courante qu'il y ait des interventions hostiles. Deuxièmement, des interventions contre-transférentielles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent dans des problématiques en projetant sur ceux-ci leur propre conflit intrapsychique refoulé. C'est dans le pas chic. Et c'est monnaie courante, les amis. Oui. Puis le fait qu'il humilie le parent devant l'enfant, comment vous trouvez ça? Parce que j'ai été témoin de ça. Il humilie vraiment le parent devant l'enfant de 9 ans, de 5 ans, de 6 ans. La question est intéressante parce que je vais répondre par une question qui, j'espère, va être éclairante. Comment voulez-vous qu'une intervenante qui a été mal maternée soit capable de respecter une bonne mère devant elle? Alors, on a un problème au niveau de l'engagement des personnes qui sont à la direction de la protection de la jeunesse, en soi. Oui. Si vous avez une intervenante qui a vécu une problématique majeure d'abandon, de négligence ou de surprotection, elle va être nulle et dangereuse en partant. Autrement dit, ils devraient tous subir une évaluation psychiatrique avant de travailler pour la direction de la protection de la jeunesse, en vue de... Non, là, on converserait dans la qualité. Une évaluation, une évaluation peut-être pas psychiatrique, mais une évaluation quelconque pour s'assurer de... C'est important que pendant la formation universitaire ou même la formation collégiale, on sensibilise les futurs intervenants à l'influence de ce qui est refoulé en eux dans leurs interventions éventuelles. Ben nous, dans notre formation en psychoéducation, on le fait. Hein? On passe des tests avant, puis on le fait lors des supervisions.
Oui, graduer, c'est ça. Puis de façon, tout en créant des liens de confiance, parce que j'ai été consulté, par exemple, par des personnes, des aspirantes dans le cours de psychologie à l'UQTR, qui ont été littéralement passées à tabac par des superviseuses. Oui. J'invente rien, là, des histoires d'horreur, je pourrais vous en raconter. Ça n'a pas de bon sens. Je suis moins familier avec le milieu de la psychoéducation. J'ai beaucoup moins de personnes, mais en psychologie, en travail social, c'est assez épeurant, merci, ce qui peut se passer dans ces départements-là. Alors, docteur j'ai une dernière petite chose à vous demander. Êtes-vous d'accord que... d'une querelle qu'il y a eu avec une femme qui a harcelé un homme à l'Université de Trois-Rivières, un fifiote. Docteur Mailloux, excusez, parce qu'on doit terminer l'émission. Elle est maintenant en position d'autorité sur le fifiote. Docteur Mailloux, êtes-vous d'accord pour... Ça a été passé dans le journal il y a 2 semaines. Oui, docteur Mailloux, on n'a pas beaucoup de temps, là. Oui. Êtes-vous d'accord pour dire que quand on reconnaît pas... Notre société est tellement malade que quand on reconnaît pas, les gens disent qu'on a des problèmes de santé mentale. Non. Notre société est tellement malade. Docteur Mailloux, oui. Remontons des années... écoute, moi, là, j'ai des voisins, OK, dont le père a copulé toutes ses filles, il en engrossait 2. OK. Alors, venez pas me dire qu'on a un problème de santé mentale maintenant. Non, que les gens disent ça. Je vais vous présenter plusieurs maisons sur le boulevard où ça a été pas chic. Sur le boulevard où je vis. Non, mais dès qu'on n'adhère pas, c'est ça. On en reparlera. Il y a eu de la cochonnerie au Québec. Écoutez, nettoyons nos garde-robes et vous allez voir qu'ils sont pleins. Oui, bien c'est ça. La question était plus dans le sens que si on dénonce, on se fait taxer de maladie mentale. C'est bon. C'est ça. Docteur Mailloux, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a dans cette émission. Alors, mais il y a une persistance de problématiques culturel, effectivement. Puis dans des cas, comme vous mentionnez tout à l'heure, là, ça a commencé, j'ai pressenti même des femmes abusées sexuellement qui amènent leur petite fille ou leur petit garçon à l'abuseur. C'est monnaie courante encore au Québec. Monsieur Pierre, c'est monnaie courante pour des pères séparés d'embrasser leur fille sur la bouche, de coucher avec elle jusqu'à 11 ans, de prendre sa douche. Elle a 10 ans, 11 ans, le bonhomme, le séparé, prend sa douche avec elle, Alouette, il le suit, puis tout le kit. Docteur Pierre Mailloux, on vous dit merci parce que vraiment on arrive au terme de notre émission et peut-être à une prochaine fois. Ça me fait plaisir, les amis. Merci beaucoup, Dr Mailloux. Voilà. Alors voilà, vous voyez, chers auditrices, chers auditeurs, nous n'avons pas assez de temps malheureusement pour finir de discuter de ce sujet-là qui est quant à DPG. Donc tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, alors on dit merci aux deux spécialistes, docteur Hubert Van Giseggen et le docteur aussi Pierre Mailloux. Merci à Chantal Minot, merci à Adam Richard, merci au technicien de son, c'est une stagiaire, je ne connais pas son nom, et à vous, je vous dis... chers auditrices, chers auditeurs, à la prochaine fois, vendredi prochain. Au revoir. Merci pour le rose peint sur les murs de ma chambre d'enfant, pour la patience et le temps, pour toutes ces choses qui ont fait de moi qui je suis à présent. Spectacle Harmonica et Tango vous propose un véritable voyage au cœur du tango. Directement de l'Argentine, l'harmoniciste de renommée internationale, Franco Luciani, accompagné du pianiste Daniel Gottfried, vous offre Harmonica et Tango, une soirée mixte qui vous propose d'assister à un concert et de finir sur la piste de danse. Le dimanche 28 avril à 20h30 au Théâtre Rialto, une soirée exclusive de tango comme il n'y en a jamais eu à Montréal. Pour info, théâtrerialto.ca. Réservation 514-770-7773. Le Festival international de cinéma Vue d'Afrique vient dévoiler au public montréalais le meilleur de la culture africaine et créole. Du 27 avril au 5 mai, tous seront invités à se laisser charmer par cet événement hors du commun. Le festival présentera en exclusivité les toutes dernières créations de leurs surprenants cinéastes au cinéma excentrice. Vue d'Afrique offre la culture d'ailleurs et rapproche les gens de toute origine. Le cinéma africain et créole émerveillera Montréal, Québec et Ottawa. Suivez-nous sur Facebook et Twitter ou encore au www.vuedafrique.org. Bon festival.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.